Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Une réaction venue des États-Unis. Voilà. Malheureusement, le président. Je vais essayer, malgré tout avec mon PC, de vous faire écouter son intervention. Il s'agit du docteur Zama, qui va intervenir depuis Washington. Donc on va garder silence en espérant que le son puisse vous parvenir. Donc professeur... You listen me? Okay. Okay. Yeah. Faut mettre le micro à côté. Je vais mettre ça. We are ready. Let's go. Okay. All right. Thank you so much, Francois. You're welcome. And everybody, it's a pleasure to be with you, for this conference. My name is Isaac Zama, and I'm calling in from Washington, D.C. I would like to try to speak in French so that you can speak in English. What I'm trying. Yeah, I understand, but I want to say it in French so that what I'm trying to say should not be misconstrued. So that's why I'm going to try to, to say it in French. Bonjour tout le monde à Paris, et je m'appelle Isaac Zama. Et de prime abord, je voulais dire à tout le monde que je suis un amazonien. Je suis un amazonien 100%. Donc, mon intervention pouvait être entendue de cet angle-là. Ce que je voulais dire, c'est que les Amazoniens ne sont pas des sécessionnistes. C'est ce que j'ai entendu un panéliste appeler les Amazoniens les sécessionnistes. Non, nous ne sommes pas des sécessionnistes, nous sommes des restorationnistes. Nous voulons restaurer notre indépendance qui n'a pas abouti à partir du processus de l'indépendance qui a été prescrit par les Nations Unies selon les résolutions 1608. Donc nous voulons restaurer cette indépendance. Donc je voulais faire cette précision-là. Et puis il y a aussi un intervenant qui a dit que l'élite anglophone était complice de la réunification du Cameroun avec Ahidjo. Je voulais dire que ça c'est faux. Parce qu'après la conférence de Foumbay, les élites amazoniennes comme professeur Bernard Fondland et les autres ont commencé à faire des recours et fait des lettres à Ahidjo que beaucoup de Camerounais de la République du Cameroun ne connaissent pas. Donc, les élites amazoniennes ne sont jamais acquis à cette unification qui a été pacifiée à Foumbay. Et comme Patrice a dit qu'il n'y a pas un certificat de mariage en tant que tel entre Amazoniens ou bien Southern Cameroun et la République du Cameroun, je défie n'importe qui pour nous montrer ce certificat de fédération qui a été signé entre Mouna ou bien entre Foncha et Ahidjo. S'il n'y a pas cette confédération, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui lie le Southern Cameroun et la République du Cameroun. Ça c'est quelque chose. Et puis j'aimerais apporter cette précision à notre génération de chercher à lire les lettres de démission de Foncha de RDPC. En résumé, quand Foncha, qui était l'architecte avec Ahidjo de cette pseudo-fédération, Foncha a dit qu'il regrette que cette fédération a eu lieu. Il regrette
que c'est lui qui a amené les Southern Cameroun dans cette union. La question que je veux poser maintenant, c'est que si le père fondateur de cette fédération, avant de mourir, a écrit une lettre que tout le monde peut consulter aujourd'hui, qui est en train de renier cette réunion. Qui sommes-nous aujourd'hui d'aller à l'encontre de la lettre ou bien de l'opinion de Foncha, qui était le père fondateur de cette réunion fausse. Donc, j'aimerais suggérer à tous nos amis de la République du Cameroun d'aller lire les lettres de Mourna lors de la tripartite et celle de Foncha quand il démissionnait de RDPC, pour voir que tous ces deux pères qui nous ont amenés avec cette union avec la République, avant de mourir, ils ont écrit et ils ont refusé cette fédération pour faire cette union avec la République du Cameroun. Donc, ils veulent leur part. Et ce que j'aimerais dire à ce moment, c'est que nous, en tant que des citoyens, nous avons le droit de l'autodétermination. Ce n'est pas vous, les enfants de la République du Cameroun, qui vont venir dire aux enfants de Southern Cameroun que le Cameroun est indivisible. Nous avons le choix de déterminer là où nous voulons être. Et la conclusion est que nous ne voulons plus rester avec vous. C'est tout à fait simple. Nous ne voulons plus. Pourquoi vous voulez rester avec nous? Nous ne voulons plus. Et nous ne voulons plus. Donc, j'aimerais faire cette précision-là pour que tout le monde le sache. Si nous, notre génération, si nous mourons, nos enfants vont continuer. Parce que nous sommes en train de les éduquer de ces problèmes que nous avons avec la République. Donc, quand nous allons partir, nos enfants vont continuer cette guerre. Quelle est la proposition que j'aimerais faire? J'aimerais dire que la République du Cameroun est encore un État esclave. Un État esclave de la France. Et j'aimerais suggérer que vous, les enfants de la République du Cameroun, il faut que vous vous levez pour chasser Paul Biya, parce que c'est Paul Biya qui est votre problème. Et heureusement que le professeur, heureusement qu'il y a certains francophones ou bien certains enfants de la République du Cameroun qui ont eu la belle idée de faire ce qu'on appelle le chassement. Ils ont parlé Facebook, ils ont en train de discuter des stratégies pour accomplir ce chassement. Et je veux encourager tous les enfants de la République du Cameroun qui sont à la diaspora qu'il faut contribuer l'argent pour chasser l'IA. C'est ce que nous, les ambassadeurs de la diaspora, nous faisons. Il faut que vous appreniez à ce que vous étudiez ce que nous sommes en train de faire pour faire la même pour sortir de cet esclavage. Si vous pensez qu'il y aura un jour que nous allons s'asseoir pour se réconcilier, je dis non, in not my lifetime. Non, dans ma vie. Donc, avant que je ne vous laisse, j'aimerais dire que nous ne voulons plus rester avec vous. Donc, nous conseille de rester avec vous parce que ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Thank you, Professor, for your intervention. Now we are going to continue the meeting. You can stay connected to continue to listen to the different discussion. It's a pleasure for your contribution. Now I'm going to
to pass the. Oh, you want to speak? Yes, yes. Excusez-moi, C'est question. It's a question. Okay. Une réaction. Ensuite, vous allez poser la question, monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. D'accord. Professeur Niamsi. Ensuite, vous allez. Ensuite, le jeu. Oui, mon cher Olivier Dossou-Fado, la question de la forme de l'État occulte souvent la question de l'essence de l'État. Tu as eu parfaitement raison de souligner cette difficulté. L'essence de l'État, dans le cas du Cameroun, s'explique par les conditions d'accès, que ce soit du Cameroun francophone ou du Cameroun anglophone, à l'indépendance. Le Cameroun francophone ou le Cameroun anglophone n'ont pas accédé à l'indépendance à l'issue d'une lutte de libération. L'indépendance a été décrétée par la puissance coloniale française et de l'autre côté britannique, quand pour le cas de la France, il a été question d'éviter d'intégrer dans la citoyenneté française tous les Africains des colonies. Parce que imaginez que l'Empire ait donné la citoyenneté à tous les citoyens de l'Empire, tous les Béninois, tous les Camerounais, tous les Togolais, tous les Ivoiriens seraient français et les élections présidentielles en France changeraient naturellement de couleur. Donc, dès lors que ce n'est pas un mouvement de libération qui a obtenu l'indépendance du Cameroun et même l'indépendance du Cameroun britannique, il s'ensuit que ce sont donc des gentlemen agreements signés par la puissance coloniale française d'un côté et de l'autre côté la puissance coloniale britannique avec les élites qui lui étaient compatibles. Ils ne vont quand même pas signer des accords d'indépendance avec des élites qui ne leur sont pas compatibles, c'est-à-dire qui revendiquent l'indépendance radicale du Cameroun. Côté francophone, la conséquence a été que les gouverneurs coloniaux français, Mesmer, Roland-Pré, ont reçu mission d'éliminer, de décapiter le mouvement indépendantiste camerounais. Et l'une des choses qu'on ne voit pas bien dans ce qui est en train de se passer dans le Cameroun anglophone, c'est que quand on décapitait le mouvement indépendantiste camerounais, qui d'ailleurs était réfugié des deux côtés, parce que, attention, l'Union des populations du Cameroun et le KNDP et pas mal d'autres mouvements anglophones s'étaient entendus pour cette revendication de l'indépendance radicale. Il y a eu une double décapitation de l'élite indépendantiste radicale des deux côtés, anglophones et francophones, et ce sont les collaborationnistes des deux camps qui sont entrés en conclave à Fumban pour fonder la République fédérale du Cameroun dont on parle. Voilà les faits. Et c'est ce qui explique que le président Foncha et le président Mouna, c'est au soir de leur vie, quand leurs carrières politiques sont finies, qu'ils écrivent des lettres de regret. Alors qu'ils voyaient, depuis 1961 déjà, Ahidjo ne signant pas un traité d'union, ils le voyaient proclamer la République unitaire en 72, basculant dans le Cameroun vers le Cameroun francophone. Ils le voyaient signer, ils voyaient Biya signer en 84 la République du Cameroun. Et où est-ce que le RDPC, le parti de M. Paul Biya, est né? À Bamenda, sous les applaudissements de celui qui était alors président de l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Salomon Tandem Mouna. Donc, j'ai l'impression que dans ce débat, on veut occulter un minimum de vérité historique, qui sont la condition pour que nous allions, même dans l'hypothèse de l'indépendance consacrée du Cameroun, du Southern Cameroun, il faudrait qu'il y ait des relations pacifiques. On ne peut pas construire des relations pacifiques avec un État voisin sur la base du mensonge. J'ai l'impression qu'un certain discours sécessionniste du genre « nous ne voulons plus de vous » oublie que nous nous marions ensemble depuis 5 siècles. Et que nous sommes liés à vie par le sang, par le territoire, par les traditions, par des langues nationales qui justement n'ont pas été promues dans le cadre de ce processus de dépersonnalisation réciproque et d'acculturation active. Si on ne veut pas aller en profondeur dans les choses, on va construire, dans l'hypothèse où le Southern Cameroun obtenait son indépendance, une relation belliqueuse, comme celle entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et ça sera encore pendant longtemps le pot de fer contre le pot de terre, dans ce genre de choses. Donc il me semble que, j'insiste là-dessus, ma position c'est que l'État du Cameroun actuel, que ce soit le Cameroun anglophone ou le Cameroun francophone, c'est des États qui sont nés de gentleman agreement avec les puissances coloniales. Ils ne sont pas nés à l'issue d'une lutte de libération. La conséquence, c'est qu'ils ont signé des modalités d'existence vassales. C'est ce qu'on appelle les accords de défense et de coopération, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour nous, en Afrique francophone, c'est resté le cas du franc CFA, dont on sait très clairement que je dénonce la persistance
Et tous les États d'Afrique francophone ont intérêt à apprendre à gérer une monnaie, même s'il leur faut passer par l'inflation et par les crises économiques, on apprend de ces erreurs. La forme de l'État, c'est donc un État qui privilégie la force dans son rapport aux citoyens parce que c'est un État inspiré de la pratique coloniale. Je rappelle que l'armée camerounaise actuelle a été formée dans son ossature et dans son esprit par l'armée coloniale française. Et que les méthodes appliquées contre les Camerounais, le général Semengue le dit dans plusieurs vidéos, il a beaucoup parlé ces 20 dernières années, enfin, ce sont les méthodes appliquées par la France dans la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Le général Pierre Semengue, chef d'état-major pendant très longtemps des armées du Cameroun, nous dit bien que eux, quand ils étaient à la coloniale, c'est-à-dire en réalité les supplétifs africains des armées françaises, ils avaient appris à combattre le genre de mouvement qu'on a observé avec l'Union des populations du Cameroun ou qu'on peut commencer à observer aujourd'hui avec les Ambazoniens. Ils appliquent les méthodes de la coloniale avec les populations du Cameroun, que ce soit en partie francophone ou anglophone. C'est donc un État qui poursuit dans la logique de la justification de la légalité par la brutalité. Légalité et brutalité. Mais et je voudrais quand même réagir à nouveau sur ce point. J'ai écouté le professeur ou le docteur Isaac Zama depuis Washington pour dire nous ne voulons plus de M. Biya depuis très longtemps. Il y a eu des mouvements, les Camerounais ont donné des milliers de morts. Les anglophones ne sont pas plus morts dans la résistance contre Paul Biya que les autres Camerounais. Mais mon Dieu, vous avez oublié que M. Biya est dans l'appareil d'État du Cameroun depuis 1961 et qu'il a accompagné la longue épuration et élimination de l'élite indépendantiste résistante du Cameroun, anglophone et francophone. Il était Premier ministre en 1975. Vous avez oublié? C'était pour tuer qui? Qui c'est qui est mort en pays Bamileke, en pays Bassa? Qui c'est qui est mort? Il y avait et il y a depuis très longtemps une tradition de résistance contre cette brutalité institutionnelle. En 1984, à l'intérieur de l'appareil d'État, il y a eu un règlement de compte. Vous avez bien observé ce qui s'est passé. Comment ont été jugés les soldats qui s'étaient fidélisés autour de M. Ahidjo, un autocrate qui n'a eu que ce qu'il voulait et ce qu'il méritait? Comment ont-ils été traités par l'État du Cameroun quand il a, sous la responsabilité de Biya, repris les choses en main? Exécution massive et sommaire après des procès totalement caricaturaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 après la Stolen Victory de Frundi, les villes mortes, etc. Combien de Camerounais sont tombés? En 2008, en février 2008, les Camerounais qui ont été massacrés étaient-ils essentiellement des Camerounais du Cameroun anglophone? N'étaient-ils pas en résistance? Il ne faut pas que nous entrions dans une compétition des victimes, une compétition inutile. Si nos frères du Cameroun anglophone estiment qu'ils ont tous les moyens d'obtenir par la force pour eux tout seuls une indépendance que nous cherchons encore en réalité, tous ensemble, contre un régime antipopulaire et en réalité anti-camerounais, quel que soit le bord qu'on regarde, il s'ensuit qu'ils vont commettre une erreur tactique. C'est de ne pas, en réalité, nous aider à raviver les forces qui se sont endormies, sans doute de notre côté, mais qui ont toujours été là. S'il y a aujourd'hui 3000 ou 4000 morts dans le Cameroun anglophone, dans le Cameroun au total depuis 1960, il y en a eu combien? Plus d'1 million dans les guerres répressives et d'élimination. Donc la grande question pour moi, ce n'est pas uniquement la question de la forme de l'État, mais aussi celle de l'essence. Et je propose pour ma part un fédéralisme à 9 ou 11 États dans lequel l'Ambazonie, le Southern Cameroun, retrouvera son statut spécial d'avant 1961, mais à l'issue d'une négociation sur la péréquation en matière de gestion effectivement des ressources de l'État. Oui, il y a un non-dit dans la bataille camerounaise actuelle. Ce non-dit, c'est le non-dit de la gestion des ressources exceptionnelles du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'élite anglophone actuelle ne veut pas en parler pour qu'on ne confonde pas son combat avec un combat pour l'argent. Mais on ne fait pas la souveraineté d'un État sans savoir comment on va le financer. Donc, s'il faut qu'on discute un jour, il faut qu'on discute, à mon avis, de la nouvelle République fédérale du XXIe siècle, celle qui viendra quand M. Biya arrêtera d'assassiner les Camerounais anglophones et les Camerounais francophones pour conserver le pouvoir et le transmettre par toutes sortes de subterfuges à des gens qui lui ressemblent. C'est une question qui nous concerne tous. Tenter de résister tout seul, c'est bien sûr s'aventurer, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, à mourir tout seul. Une réaction de M. David, ensuite on va retourner la parole à la salle. M. David est juste à votre droite, et ensuite la salle va... Yeah, thank you. I'm going to be, this time around, I'm going to be very, very brief. I just want to make one clarification. You see, just like a professor said, a professor from, doctor from USA, he said, nous ne voulons plus de vous. What he actually means is not that
we don't have a personal problems, Anglophones and Francophones have personal problems. No, that is not what he's saying. He is simply saying that we no longer want this living together. That is what he is saying. As Anglophones and Francophones, we intermarriage. We are married to Francophone ladies, and Francophone ladies are married to Anglophone ladies. So tomorrow, even in this new country to be, they are going to be Francophones who are going to be Anglophones. For instance, Dr. Nganam here is already an Anglophone. He is an Anglophone deep in his mind. So that was what Doctor from US was saying. Now I want to address one important key issue, is the issue of the role of France and the UPC issue. Let us be very clear. Prof here has said something, already spoken much on that, but I want to really outline something very important. The people who actually fought for the independence of La République du Cameroun, like the NS1G, the Nyobe, they are not the people who took that independence or who are ruling Cameroon. Instead, those who never fought for that independence, those who never even wanted that independence, they are the ones who benefited from it. It is the same thing today in the southern Cameroon. At the time, the French were sending Cameroonians to kill UPC militants. They even participated, the French too actually participated. But today what is happening? They are using La République du Cameroun to kill southern Cameroonians. So that is the truth about the whole thing. And therefore when you look at the role of France with respect to the current struggle, you will see that the southern Cameroon is under a double colonization process. You have the French, let me say the French here, who are the first colonial masters. And then you have La République du Cameroun. So the southern Cameroon is colonized by La République du Cameroun, which itself is still a colony of France. And this is what makes the southern Cameroon situation very difficult. Like I said earlier, Paul Biya, Ahidjo, these people are agents executing an agenda. You can do what you want, but don't touch this. And they will not do it. That is the reality of the situation. Now, when I should just come back to the United Nations vote on the independence of Southern Cameroon, it took place on the 21st of April, 1961. The United Nations actually voted for the independence of Southern Cameroon. The vote was 64 votes for, 23 votes against, 10 abstention. And that vote was adopted by resolution 1608. The problem is, why was it not implemented? That is the question. And so when Anglophone Cameroonians keep saying, we are restoring, you don't restore something that has not been existing. You restore something that was there. I want to get it. I want to take it. It has been there. I want to take it back. That is the meaning of restoration. We are restoring our independence. And then people turn around, they call them secessionists. They are seceding from nothing eventually. Now the issue of the Anglophone elites being part of the process. Let us not forget one thing, that the federation was of equal status on paper, but in practice, was it the truth? The simple truth was that the Prime Minister of Southern Cameroon was dismissed by Ahidjo. If it was a federation of equal status, you don't dismiss the Prime Minister. And let us not equally forget that even though we are talking of dialogue, you can have a dialogue, or we are talking of federation, they can give you an empty package of federation. We know the Cameroon, how it functions. When they came out with the municipal elections, they voted mayors. What did they do? They put government delegates to oversee the councils. So everything the council, the mayor had to do, if the government delegate don't approve it, it doesn't go. It is the same thing. Tomorrow we'll get a federation, and then they'll come and put somebody who is going to be a citizen of La République du Cameroun to manage that federation. It will still boil down to the same thing. So thank you. Thank you. You are welcome. Now we are going to pass the microphone on the room now. You can
Sorry, excuse me. You can answer any question, and we are going to make a short resume. All the people in the panel, I'm going to make a reply during 2 minutes. Now I'm going to pass. You want to start? Sorry, it's okay. It's okay for you. You want to talk? It's okay. Start. You want to start? Merci de me donner la parole. Donc, je m'appelle Théa Mwakam, et puis je suis éditeur. Donc, je voulais partager avec vous l'expérience en parlant du Cameroun. Le Cameroun, pour moi, c'est quelque chose de complètement négatif, puisque pour découvrir le Cameroun, c'est le coup de fouet. On te fouette pour que tu apprends le livre, on te fouette pour lever ton pot. Donc, quand j'imagine, il y a une question, un journaliste m'a posé la question, journaliste culturel, que représente le Cameroun pour moi? Le Cameroun aujourd'hui, tel qu'il vit, tel qu'il est, n'est que souffrance. Donc ce Cameroun-là, ça doit changer. Bon, le professeur Yamsi a dit il faut qu'on demande à Biya de partir. Il faut le chasser. Il faut qu'on le chasse. Parce qu'on ne peut pas demander à un voleur de se sanctionner lui-même. Pour ça, bon, je vais terre à terre en parler comme on est ensemble, on parle comme on parle dans la famille. Donc, quand il y a un grand frère à la maison qui te scie à tous les jours, on met ta viande dans la soupe d'arachide, il vient prendre ta viande, tu veux reprendre, il te tape. Un jour, tu te lèves, tu dis que non, grand frère, aujourd'hui, tu vas beau me taper, mais je te casse au moins une jambe. La prochaine fois, quand tu vas venir prendre la viande d'un petit dans le quartier, tu vas te rappeler de ta jambe. Donc, tu vas arrêter de prendre la viande du petit. Donc, aujourd'hui, la situation de notre pays, certes, Biya a le pouvoir d'assassiner tous les anglophones. Il a l'armée, il a le soutien de la France, mais la force, la détermination, donc la force idéologique et la foi des anglophones. Donc ce sont deux éléments importants. La force idéologique et la foi font que cette guerre-là, les anglophones vont la gagner, les ambassadeurs vont la gagner. La force idéologique et la foi. Et cette expérience-là, je la partage parce que c'est une expérience vécue. Donc, le grand frère qui prend ma viande, je lui casse un bras. La prochaine fois, il ne va plus toucher à la viande de quelqu'un dans la maison, ni dans le quartier même. Parce qu'il peut taper le petit, mais il partira avec une jambe cassée. Donc, c'est ce que je voulais dire en fait. Juste un dernier mot. Pour ne pas perdre tout ce qui a été dit, je propose que les textes des panélistes, s'il y a des textes, soient rassemblés. Je vous proposerai de les publier et puis garder cette connaissance archivée au moins. Merci. D'ailleurs, c'est sur la question justement de la libération. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de savoir qu'un pays qui gagne l'indépendance en se battant est en train de se construire, en train de créer ce qu'on appelle un État, une essence. Et que l'État camerounais s'est créé juste sur un agrément, sur un deal entre plusieurs parties. Et la question que je me pose, c'est est-ce que justement on ne peut pas se servir de cette crise anglophone pour créer un soulèvement, un réel soulèvement pour tous les Camerounais, pour justement créer un état d'esprit d'unité. Parce que la question que j'avais voulu poser, je pense je crois que c'est Patrice Ngalam, c'était est-ce que aujourd'hui, sur toutes les questions de séparation et de guerre, en fait, la question c'est quel est l'élément, l'essence qui fait qu'on se sent camerounais? Parce qu'aujourd'hui on dit ambazonien, on dit camerounais francophone, mais on ne trouve pas quel est l'élément qui fait qu'un Camerounais se sent camerounais. Parce que vous dites que vous êtes ambazonien par rapport à une histoire où justement vous aviez un territoire, vous aviez un État ou un micro-État qui existait avant ça. Mais hier, par exemple, j'ai parlé avec... j'étais en train de discuter avec une fille de Bamenda. Je ne sais pas si Wim fait partie de l'ambassade. J'ai vu des vidéos, elle m'a parlé de sa langue, de sa culture, et c'était quasiment la même chose que la culture de chez moi. Et cette culture, les tissus, les traditions, les queues de cheval, en fait,
la question de l'État ambazonie ou camerounais, pour moi, ce n'est pas une question qui devrait réellement se poser. La question, c'est comment faire pour vivre ensemble. Tout à l'heure, on a discuté, tout à l'heure, on discute de beaucoup de choses, du fait de ne plus vouloir vivre ensemble, ou du fait de créer une guerre qui va séparer les deux États. Réellement, la question, je pense, c'est réellement comment faire pour coexister ensemble. Je suis Fabienne. Ça fait 20 ans que je combats le pouvoir biaïste. Je suis mariée avec un boulot des Bolowa. Voilà. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun comprendront pourquoi je fais ce distinguo entre Ebolowa et Sanmelima. C'est pour rejoindre ce que tu disais, Patrice, sur le pouvoir boulou. Le pouvoir boulou, je le connais même trop bien. Je connais le mal qu'il fait. Et je peux te dire que le mal qu'il fait, d'abord, pour ceux qui se dressent face à lui, est terrible. Il est terrible et il est sans pitié. Parce qu'il ne tolère aucune contestation dans ses rangs. Tu connais l'histoire du Cameroun et tu sais le mal qu'il a fait, d'abord aux siens, à ses proches. Et c'est ça qui est terrible. Et maintenant, le Cameroun, qui est mon pays, qui est devenu mon pays de cœur, j'ai pas honte de ça. Maintenant, ce Cameroun-là paye le prix fort de ce passage, vraiment, cette décapitation qu'il a fait à l'intérieur déjà du sud du Cameroun et même au-delà. Parce que tout le pays, la terre entière, a été mise à feu à sang. Toutes les élites ont disparu. C'est pour ça que je t'ai dit, la dernière fois, le rôle que tu devais jouer par rapport à la mémoire, qui est très importante. Ceci étant dit, je ne te cache pas que je suis un peu froissée quand tu parles du pouvoir boulot. Ça me froisse, même si j'ai beaucoup d'estime pour toi, et c'est peut-être ce petit distinguo que j'ai avec toi, pour te dire, tu sais mon frère, le pouvoir boulot, c'est une chose, les boulous sont autre chose. Et ça, c'est important pour moi. Parce que moi, quelque part, même si je suis blanche de peau, je considère que j'ai épousé pas mal une grande partie, je dirais, des traditions de mon mari. Et ça s'explique probablement par mon histoire propre. Donc, pour ça, je peux te dire de l'intérieur, tu sais, les boulous des boulous, ne leur dis pas qu'ils sont proches de Bia. Ils te riront au nez. Parce qu'ils se dresseront devant toi en te disant, mais attends, pourquoi tu me dis que je suis proche de Bia? Ce distinguo est important à faire. Et s'il te plaît, je sais qu'il y a un pouvoir boulot. Je suis la première à te dire oui. Mais c'est plutôt que pouvoir boulot, tu devrais dire pouvoir biaïste. Ça, c'est la différence que je fais. Et c'est vrai que le mal, pour moi, est Bia. Et même avant l'autre qui est parti. Le mal est bien. Ce mal-là, il est réel. Et c'est lui qui provoque le Cameroun, qui met le Cameroun dans cet état. Il y a un deuxième mal, je viendrai après. Je vous le dis, même si ça fait des discussions chez moi, je soutiens la cause amazonienne. Je soutiens la cause amazonienne pour simplement, d'abord et premièrement, je ne veux pas entrer dans des conditions proprement juridiques. Je dis simplement qu'à partir du moment où un peuple se dresse face à un pouvoir comme le pouvoir de Bia et dit non, j'en ai marre, et qui se prend tout ce qu'il a dans la figure, on doit s'intéresser à lui et on doit le soutenir dans son combat. Même si ensuite, c'est vrai, pour moi, cette comparaison, je l'ai par rapport à un couple où l'un des conjoints veut partir. Bon, on peut le laisser partir, mais il y a des manières de partir. On peut partir en claquant la porte et on y va. Mais je rejoins le monsieur quand il dit, dans sa démonstration très bien faite, oui, mais ça va être comme ce qui se passe avec l'Érythrée. Ça va être le pouvoir, si le pouvoir Bia reste, et malheureusement, j'acte, il risque de rester, mais malheureusement, à mon grand regret, je continuerai de le combattre, mais s'il reste là, vous devenez indépendant, mes frères, mes sœurs, vous pensez vraiment que vous allez vivre tranquillement? Le problème de l'autre n'existe pas. Et moi,
moi je le dis notamment parce qu'autour de cette problématique anglophone, donc c'est aussi une question à tous les intervenants, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de l'idée de faire, en fait, de demander vraiment aux populations concernées ce qu'ils pensent d'une autodétermination. Ça, c'est par exemple des idées qui ne remontent pas beaucoup, on n'en parle pas, on en a pas parlé ici, mais personne ne dit, est-ce que vraiment ils ont envie de... Parce que s'il y a 99%, je veux dire, indépendamment des considérations historiques, etc., si 99% ou 100% des gens vous disent nous on ne veut pas, je veux dire, il n'est pas envisageable d'envisager autre chose. Je veux dire, qu'ils aient historiquement, ou je ne sais pas sur quelle formule, raison ou pas. Pour moi, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Les gens ont le droit de dire ça ne me plaît pas. Que leur opinion soit juste ou erronée. Voilà, encore que c'est relatif. Ma seconde question, ça reste sur toi, Patrick Galland, c'est que je pense, et à David aussi, je pense que vous deux, vous constatez sans doute cet impossible dialogue. Et vous défendez quelque part à côté le pourrissement. Mais j'ai aussi entendu dire là aussi que vous voulez bien limiter le nombre de morts. Donc c'est-à-dire, comment fait-on pour trouver un point d'équilibre, sachant qu'à côté, les pressions internationales, etc., c'est pas vraiment ce qui va... en fait, de mon point de vue, ça va pas débloquer la question. Du moins, je pense qu'en France, au-delà du cas Macron, je pense même que l'Assemblée nationale française s'en fout. Je veux dire, les députés, je pense qu'en Allemagne, c'est cette démarche, c'est aussi parce qu'il y a des députés qui pensent qu'il faut se poser ce genre de questions. Je pense qu'en France, le sentiment que j'ai, c'est que le député, il s'en fout. Voilà. Avant de passer la parole au panel d'invités pour que chacun fasse une réponse brève qui tiendra lieu de conclusion en deux minutes pour chaque intervenant. Juste à titre d'information, dans le cadre de cet événement, Joël, Didier et moi, nous avons pris attache avec différentes autorités françaises, notamment l'Élysée au travers de la cellule diplomatique. J'ai passé plusieurs coups de fil, nous avons passé plusieurs coups de fil. Moi, ils sont informés de notre événement. Mais pour des raisons de calendrier, la réponse diplomatique qui nous a été adressée, ils ne pouvaient malheureusement pas participer. Par ailleurs, nous avons saisi également le groupe d'amitié France-Cameroun, autant pour moi, notamment le député Éric Coquerel, vice-président, qui m'a fait comprendre qu'il était très pris après de longues relances et qui ne pouvait malheureusement pas prendre part à notre événement. Néanmoins, il suit avec beaucoup d'attention la crise. Pareil pour M. Dor, pour le président de la commission, qui m'a répondu, tout du moins il ne m'a pas répondu, mais je pense qu'il est informé. En revanche, je profite, il n'est malheureusement plus là pour des raisons également, enfin vous savez, on est le week-end, et le week-end très souvent on est très sollicité, il nous a prévenu à l'avance. Monsieur Jean-Pierre Bat, qui était présent, qui est chargé de mission au Centre d'analyse de prévision stratégique du Quai d'Orsay, nous a fait le plaisir d'assister à notre rencontre. Donc on peut dire que la France, malgré tout, prête oreille à ce qu'on fait, prête oreille à la situation au Cameroun. Donc je vais passer la parole maintenant aux différents intervenants. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être à ce jeu pour la... Je vais rapidement peut-être vous dire par rapport au boulot. C'est une bonne chose déjà qu'on voit que l'ennemi n'est pas la France éternelle, qui satisfait toujours les Africains, n'est-ce pas? C'est-à-dire la France qui est toujours là, n'est-ce pas? Elle est facile à attaquer, mais elle n'est jamais devant soi. Et donc c'est parce que les soldats qui tuent là, n'est-ce pas, ce sont des Camerounais, et leur sociologie est exactement connue. Après, bien, on verra ce qui va arriver de tous ces groupes politiques et sociopolitiques qui ont été créés par lui, mais ce sera après lui. Mais je pense quand même, et je l'ai formulé déjà clairement, ça arrangerait les choses si 1, 2, 3 groupes qui s'opposaient systématiquement à bien lever la tête et le faisaient de manière organisée. Je ne dis pas de manière individuelle, de manière organisée. J'ai quand même mené des campagnes également dans le sud. Bon, cela dit, pour ce qui est de ce balancement-là, d'abord la question de qu'est-ce qui est camerounais. Bon, moi, je crois que c'est... Moi, je ne suis pas camerounais, c'est que c'est difficile. Bon, pour ce qui est du balancement entre, d'une part, vouloir le pourrissement et puis d'autre part, vouloir la fin, du moins, de la mort. Chacun d'entre nous mourra, mais chacun d'entre nous veut qu'il y ait la fin de la mort. Mais au moins, nous savons qu'aucun d'entre nous ne veut vivre dans l'humiliation que les anglophones subissent chaque jour. C'est-à-dire, depuis, je ne sais pas trop si vous avez passé du temps dans la région anglophone, vous allez vraiment voir ce que c'est que l'humiliation. C'est-à-dire, l'exemple le plus simple, je crois, c'est les études.
de 61, lorsque l'État du Cameroun fédéral a pris la responsabilité de l'État en général, c'est-à-dire de former des universités, fabriquer des routes, des hôpitaux, etc. De 61 à 94, il n'y a pas eu d'université de tradition anglophone, c'est-à-dire Technical University, Information University, tous ces universités, Cambridge, Harvard, tout ça, vous oubliez. Dans les anglophones, pendant 33 ans, lorsqu'ils passaient le bac, n'est-ce pas, le bac chaud, c'était fini là, c'est-à-dire ça, on soit fait leur classe en français, et excusez-moi, si on vous demandait de faire votre classe à faire le baccalauréat en anglais, je crois que la majorité aurait quand même des échecs. Et là, c'est évident. Ou bien au moins, votre niveau sera baissé, ça veut dire que vous serez plus compétitif. Donc, par rapport à l'international, par rapport même à la vie en général. C'est-à-dire qu'une génération d'anglophones a été entièrement laminée pendant 33 ans. Et on peut parler des hôpitaux, mais au moins là, c'est humain déjà. C'est-à-dire c'est punir une génération systématique. Et tous ceux qui sont ici, je suis sûr, parmi beaucoup, ils ont toujours deux choix. Soit passer par l'université Yaoundé où j'étais, qui est francophone, ou aller au Nigeria. Pour ceux qui sont allés au Nigeria, lorsqu'ils rentrent au Cameroun, on leur interdit l'entrée au Cameroun. Donc vous voyez, avec ça, vivre l'injustice n'est pas un jeu, c'est pas dire vivre ensemble, etc. C'est qu'il y en a qui ont payé déjà par leurs études, par leur argent, par leur vie, etc. Et donc, de ce point de vue, être amazonien, je crois, c'est une position d'intelligence. C'est-à-dire toute personne d'intelligence ne peut qu'être amazonienne. C'est ce que je veux dire. D'abord, excusez-moi, professeur Jacques, qui va me parler, ensuite on va poursuivre. Jacques, je t'en prie. Oui, merci beaucoup, François Xavier. J'ai l'habitude de poser des questions et d'écouter, voilà pourquoi j'ai très peu parlé, c'est une habitude. Alors, Patrice, en écoutant, vous allez permettre que je m'adresse à vous via Patrice, parce qu'il y a une semaine, il était sur le plateau de GMTV+, et je lui ai posé cette question-ci. Patrice, ne trouves-tu pas que tu te trompes d'adversaire dans la mesure où tu t'attaques à un homme au lieu de t'attaquer à un système parrainé par la France-Afrique? Demain, vous aurez la diffusion de cette troisième partie de l'émission avec Patrice Nganan sur GMTV+. Toutes les réponses sont là. Je vais jouer le coup de la star. On a besoin de toi, Patrice. Je continue de croire et fermement que le problème, et vous l'avez exprimé ici, n'est pas bien, car bien n'a pas créé le système dans lequel nous baignons aujourd'hui. Haïti ne l'a pas créé, sont les exécutants. À un certain moment, il va falloir que nous tous nous posions les vraies questions. Qui tire les ficelles? Mon frère Prison, mon frère David, mon frère Jean-Bernard, car le Gabon est concerné. Et ô combien? Tu sais de quoi je parle? Mon grand frère Franklin, vous tous, nous devons à un certain moment nous poser la question: à qui profitent tous ces troubles au Cameroun et en Afrique en général, et nous attaquer au système? S'attaquer aux hommes, ça ne change rien. On couperait la tête des biens, aujourd'hui mettre quelqu'un d'autre. On peut tout tomber hier. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a voulu lever la tête. J'étais à Libreville à l'époque. J'ai prédit à ceux qui étaient avec moi que ce monsieur ne va pas vivre longtemps. Et une semaine après, on toquait à ma porte pour me dire: mais tu es sorti ou quoi? Laurent Désiré Kabila a été assassiné. On a mis quelqu'un qu'on dit être son fils, alors qu'il est rwandais, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il est contesté. On lui a dit: tu ne te présentes plus, mais non, quelqu'un. Nous acheminons vers un Kabila bis. Donc, je résume ceci: attaquons au système et non aux personnes. Merci. Oui, merci vraiment à tous ceux qui sont à la conception de cette initiative. François Xavier Bouillaume, Joël Désiré Ango, ça a été Joël Didier. Toi, je dis toujours Désiré. Parce que je te désire. Voilà. Oui, donc je confonds avec le nom de son père. Et donc, Joël Didier, vraiment, ça a été une occasion pour moi de rencontrer nos frères du mouvement amazonien et d'entendre une fois de plus les arguments rationnels qu'ils avancent pour justifier leur lutte. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est d'abord un petit mot sur la position du président Macron à propos de la situation au Cameroun. Je voulais un peu l'éclairer parce que je crois qu'on a beaucoup parlé de lui sans comprendre pourquoi il a la position qu'il a. Pour comprendre la position qu'il a, souvenez-vous, sachez que depuis décembre 2017, la Russie a placé un pion énorme au cœur de la géopolitique d'Afrique centrale. La Russie est en République centrafricaine avec 2500 hommes. Ces 2500 hommes n'assurent pas seulement la sécurité du président Touadéra,
ils assurent aussi désormais la sécurité d'un certain nombre de zones d'extraction de matières premières stratégiques qui étaient vendues par la République centrafricaine à la France dans des conditions inacceptables depuis les indépendances, et que le régime du président Touadéra a renégocié à un prix beaucoup plus favorable pour les Centrafricains. Et manifestement, ceci expliquant cela, on peut comprendre qu'il ait pris des mesures pour sa sécurité dans la foulée. Le président Macron doit gérer le fait qu'il est un chef d'État de la droite plutôt libérale française. Si on est gentil, on dit du centre libéral français, c'est-à-dire qui arrive au pouvoir avec le soutien des grands groupes, les grands lobbies, des grandes entreprises françaises et internationales, et qui, quand il doit faire sa politique, doit tenir compte de ses redevances envers ses lobbies. Il faut que nous, on intègre aussi ce qui se passe dans la tête d'un chef d'État qui a sa position. Alors, les lobbies, les entreprises françaises ont des intérêts au Cameroun, en Afrique centrale, et même au Nigeria. Il faut savoir que même au Nigeria, les intérêts français sont très forts. Ce qui peut expliquer la position du gouvernement nigérien envers le mouvement ambazonien, par exemple. Bon, alors, il y a ce problème-là que, ayant pratiquement déjà perdu la main sur la République centrafricaine, qui faisait partie naturellement de son précaré, il ne veut pas prendre le risque, pendant son mandat, d'avoir à la tête du Cameroun quelqu'un qui ne serait pas totalement contrôlable. C'est-à-dire qu'il ne garantirait pas, aussi bien que le fait jusqu'ici le président Biya depuis 35 ans, les intérêts qui lui ont permis, lui, Emmanuel Macron, mais de se préparer et de courir pour la campagne présidentielle et de devenir chef d'État en France, entre autres. Donc le discours de la stabilité parle de la stabilité des intérêts français. Ce n'est pas de la stabilité du Cameroun. Ce n'est pas le problème du président français, la stabilité du Cameroun. Ce qui l'intéresse, c'est quand même la stabilité des intérêts français en Afrique centrale et au Cameroun. Il n'a pas soutenu en réalité le président Biya parce que ce serait un modèle de démocratie, mais parce qu'il n'a pas sous la main une force politique dont il pense qu'il puisse négocier avec elle les intérêts français. Je conclue en disant qu'il faut que nous, Africains, Camerounais en particulier, sachions très bien que la dignité d'un peuple, ce qui fait même qu'on soit Camerounais ou fier de l'être, c'est de se battre pour obtenir la reconnaissance de votre dignité. On n'est pas digne par la proclamation, on est digne par l'action, par le combat, par l'organisation collective d'une civilisation politique de référence. En réalité, c'est à nous, par nos luttes citoyennes au Cameroun, de mériter le respect des puissances internationales qui négocient avec nos élites, de telle façon qu'elles mettent dans le calcul de leurs intérêts comme paramètre également notre dignité. De ce point de vue, résister pour mettre fin à la dictature au Cameroun, comme le font nos frères du Cameroun anglophone, c'est la condition pour l'ouverture du jeu politique dans tous les cas possibles. Il n'y aura même pas de négociation politique possible à propos de la situation du Cameroun anglophone si nous ne sommes pas sortis de l'état de braquage dans lequel le peuple camerounais de tous bords se trouve. Et cela, ce n'est pas la France qui nous libérera. La France, comme puissance, constate toujours l'évolution des rapports de force internes. Ils sont très réalistes. Si une organisation de l'opposition camerounaise réussit à faire reculer le président Biya, la France négocie avec elle. C'est une loi de diplomatie internationale. La France ne négociera avec aucun groupe d'opposition camerounaise si, par exemple, la sécession, ou plutôt comme les restaurateurs ambazoniens, comme ils préfèrent qu'on les appelle, contrôlent 3 ou 4 villes du Cameroun, ils seront reçus à Paris. Mais c'est une loi aussi dans ce domaine. Si vous contrôlez définitivement une partie du territoire camerounais, vous serez reçus comme tel. Donc en réalité, sachez bien que les puissances analysent les rapports de force et ne basculent pas sur la base des émotions. Et encore moins quand il s'agit d'une situation qui n'est pas surmédiatisée en France et que les médias français servent la campagne d'un président Paul Biya qui lui-même ne va même pas discuter avec ses prétendus rivaux à la campagne présidentielle au Cameroun. C'est du jamais vu. Je me promène à Paris, je vois des affiches de campagne d'élection du président Biya au Cameroun. Des unes qui sont placées dans les arrêbus de France pour l'élection du président Biya au Cameroun. Le président Biya ne discute pas de son programme politique avec ses adversaires au Cameroun. Il est en Suisse. Et ça n'intéresse pas du tout les Français. Pourquoi? Parce que sur le plan stratégique, notre peuple n'a pas récupéré ses libertés fondamentales. Liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté de déplacement. On ne les a pas récupérées. Nos frères du Cameroun anglophone qui sont en lutte ne contrôlent pas encore formellement des zones symboliques fortes de pouvoir. S'ils prennent Bouéa, s'ils prennent Bamenda, s'ils prennent des villes,
internationalement reconnu, vous serez reçu par le président Macron pour savoir comment la France va s'en sortir. Donc, en fait, on nous pose aujourd'hui le plus grand défi d'intelligence collective qui se pose. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier d'attiser le tribalisme. Il faut se méfier, dans cette période particulière, d'attiser cette logique du soupçon permanent et compter les actes que les gens posent. Il faut juger par les actes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était un acte. Monsieur David, vous voulez compléter ensuite pour étayer ce que tu dis, grand frère Franck Niamsi, vous devez savoir que le 20 septembre 2017, l'Institut Montaigne, qui est une organisation sérieuse ici en France, a produit un rapport remis aux dirigeants de ce pays dans lequel il est mentionné que la France doit revoir sa politique étrangère. Rien ne doit être tabou. Même le franc CFA doit être revu. Je tiens à votre disposition ce rapport-là si vous m'envoyez vos adresses e-mail. Personne n'en a fait cas en France. Aucun grand média, aucun grand groupe de presse ne l'a mis au grand jour. C'est quelque chose qui reste caché. J'en ai quelques fois parlé dans mes émissions, mais bon, c'est pas certain, vous connaissiez tous GMTV+, mais j'en parle régulièrement et j'ai ce rapport là-dedans. Vous voyez donc, la France ne va pas bouger tant que nous, lorsque je dis nous, je me considère encore comme étant Camerounais, même si je dois prendre le visa tout le temps, je ne comprends pas pourquoi Samuel Eto'o ne le prend pas, ou bien le dirigeant, le dirigeant de la SNH, là, comme celui qui va se voter, là, il ne prend pas de visa, il est Camerounais, il dirige une grosse entreprise et moi je dois prendre un visa, je ne comprends pas. Donc, je me considère comme étant enfant de Mvokada. Nous devons donc combattre le système. Tant que nous ne tapons pas au portefeuille de ceux qui placent les gens à la tête des pays africains, nous ne arriverons jamais. Tout simplement. Merci. Monsieur David. Yeah, thank you. I would not have much to say. I just want to be very brief. The current situation in Cameroon has revealed one problem only. Problem of governance in the present system. I mean, how can a simple manifestation be transformed into a civil war? Yes. It's unbelievable. Now, that said, I want to come back to the point of our brother back there who said there are killings on both sides. Honestly, this was not the position we wanted to find ourselves. Now, as a possible way forward, we of the Southern Cameroon's origin, we have been clamoring for our independence. But we are equally open to other measures. For instance, he said, or it's Prof who said, it would not be easy, it would not be good to create the situation of, is it Eritrea? Yes. Yeah, it would not be good to create that kind of situation. I'm really okay with him. But we are looking for a possibility whereby we can go away peacefully and still remain friends and still remain brothers, because we are family. Certainly, if he is a Cameroonian, there are certainly people in my family who have children in his own family. Absolutely. And he too has people in his family who have children in my own family. So we have been asking for either federation, and the call today is not even more about federation, but about independence. If these people can just say, okay, you people come, let us see who wants federation, who wants independence. That can be a good start, so that we go in for a referendum and then we decide the way forward. But these calls have all along been ignored, and then where do we go from here? Do we continue fighting? That is the question I'm leaving the audience with. Do we continue fighting? Where do we go from here? So thank you very much, Mr. Organizer. We hope that there are going to be other events like this where we can really make our input and then contribute to finding an everlasting solution. Thank you very much. Thank you. Écoutez, c'est un moment de partage qui me va droit au cœur en tant qu'Africain, mais surtout en tant que chercheur. Je veux revenir sur deux éléments qui m'ont semblé un peu légers tout à l'heure. On a pris l'exemple de l'Érythrée qui se sépare de l'Éthiopie. Mais je vous en prie, faites l'effort de construire vos analyses à partir des textes fondateurs. La constitution éthiopienne permet à chaque région qui se détermine de pouvoir soit rester dans l'Union, soit de sortir.
Ça n'est pas le cas du Cameroun. Premier point. Le deuxième point important, il y a Dossou qui est parti, qui a posé la question sur l'essence de l'État camerounais. En tant que scientifique, je bats en brèche cette position. Un État se fonde et se structure sur la science administrative. Et cette science administrative nous renvoie vers quoi? Nous renvoie vers les interdépendances complexes. Vous ne pouvez pas oublier que malheureusement, que ce soit Biya, que ce soit Ijo, que ce soit celui qui viendra après, ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais tout seuls remettre en cause les fondements qui ont été imposés à l'ensemble des pays africains à la conférence de Berlin. Malheureusement, dans toutes les analyses qui sont faites par les Africains, et plus particulièrement par les intellectuels africains, en fait, on élude les aspects historiques. Et en les éludant, au bout, ce sont des innocentes victimes qui payent le contre-coup de nos idéologies, de nos doctrines, de nos dogmes, qui ne tiennent pas compte de la réalité du pouvoir. Malheureusement, cette réalité du pouvoir doit inviter les uns et les autres à se dire, est-ce que Paul Biya, qui tient aujourd'hui le pouvoir au Cameroun en tant que tel, est-ce que cet homme est disposé à un moment donné à entendre autre chose si, et seulement si, de part et d'autre, tout le monde s'organise en se disant, Paul Biya n'est pas l'ennemi du Cameroun. Il est à la base des problèmes, mais il n'en est pas le créateur de ces problèmes. Donc il va falloir que les intellectuels camerounais, la société camerounaise comprennent que le temps est venu de cesser de se faire arnaquer par les francs-maçons, par les rosicruciens, par les kabbalistes et tout ce qui suit. Parce que quand j'entends les uns ici, les uns les autres, je me dis, j'ai déjà entendu ça au Tchad, j'ai entendu ça en Centrafrique. À chaque fois, on met de côté ce qui vient d'ailleurs et qui s'impose à tous. Et moi, je veux vous dire une chose. Quand on regarde le nombre de morts de l'UPC, quand on regarde le prix qu'a payé les Bassa et les Bamileke au Cameroun, je vous en prie, réfléchissez à deux fois. Il y a une autre voie. Le cadre actuel n'est pas suffisant. Il n'est certainement pas opérant et efficient. Mais je pense que dans le cadre d'une décentralisation très poussée à l'arche autonomie, il est possible de faire vivre ensemble toutes les régions du Cameroun. Et je vais terminer. Merci. Pour terminer, déjà, je vous remercie tous d'avoir été là. C'était un pari qu'on a pris. Le pari n'était pas évident, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que chacun est souvent logé dans ses certitudes, parce qu'il n'y a que des certitudes. Je ne vois pas quelqu'un qui a un doute sur la position. C'est la première fois que je vois les Camerounais s'exprimer en toute liberté, y compris quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons. Donc nous avons fait ce pari, c'est un pari tout simple, qu'à force de se parler, nous finirons par nous écouter et même voir, nous comprendre. Pourquoi pas se réconcilier et pour ceux qui veulent se remarier, pourquoi pas. On vous remercie, mais en vous disant que cette initiative est amenée à se renouveler, surtout, et que tout ce qui est dit ici doit être su. Nous le faisons en toute transparence et de manière publique. Et nous le ferons autant que ce soit, tant qu'il faudra, pour que les protagonistes se mettent autour d'une table, sans préalable, sans condition, et qu'on arrête la spirale de mort qu'on voit. Elle n'est pas tenable, nous ne la supportons plus. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour rajouter du long moulin, je passe après Didier qui co-organise l'événement avec moi. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à tous les panélistes qui ont honoré de leur présence cette rencontre. C'est une rencontre, comme Didier l'a souligné, qui a vocation à se perpétuer. Elle est une première parmi tant d'autres qui vont suivre. Déjà, je constate qu'aujourd'hui, au travers de cette rencontre, que beaucoup de Camerounais sont disposés aujourd'hui à discuter des affaires de leur pays, partager sur la place publique des sujets qui paraissent sensibles, qui paraissent épineux, mais qui malgré tout valent la peine d'être discutés. Donc aujourd'hui, nous avons fait montre d'un échange républicain où on peut avoir des désaccords,
on peut avoir des mésententes sur certains sujets, mais au moins s'entendre et chacun peut mettre de l'eau dans son vin. C'est d'ailleurs tout le sens du dialogue républicain. Donc je tenais aussi à remercier l'assistance. Vous savez, on est tous pris par cette semaine des rentrées. Vous avez bien voulu vous déplacer pour échanger, pour écouter, parce que notre dominateur commun qu'est le Cameroun vous préoccupe tant. Et aujourd'hui, on n'a pu pas établir une vérité, mais des éléments de compréhension, des éléments de discernement. Donc merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, merci. Vient de le souligner, donc l'événement sera rediffusé sur JMTV+. Donc n'hésitez pas à partager pour que cet événement puisse avoir davantage de répercussions, davantage d'écho. Merci.